À l'inverse de la France, l'Algérie n'a jamais tergiversé. Depuis le début du conflit, sa position est claire, constante, inébranlable, soutien total au peuple palestinien. Le président Abdelmadjid Tebboune l'a rappelé dans plusieurs discours, il n'y aura jamais de normalisation avec Israël tant qu'un État palestinien, souverain et viable, n'aura pas vu le jour. Ce soutien n'est pas seulement diplomatique. Il est populaire, culturel, historique. Au Conseil de sécurité, l'Algérie a porté une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat. Elle a aussi proposé d'acheminer une aide humanitaire d'urgence à Gaza via l'Égypte. Ces diplomates travaillent avec ceux de la France, de l'Afrique du Sud, du Brésil. Une coalition du Sud global est en train d'émerger. Ce positionnement redonne à l'Algérie un rôle géopolitique majeur dans le monde arabe. Et surtout, il fait d'elle une voix crédible, parce qu'elle ne parle pas en calcul. Elle parle en principe. Le message est simple, il n'y a pas deux poids deux mesures. Il n'y a pas de guerre juste quand elle détruit des civils. Il n'y a pas de paix durable sans justice. En Israël, la guerre n'a plus de date de fin. Depuis des mois, voire des années, Benjamin Netanyahou semble pris dans une logique d'affrontement perpétuel. Chaque attaque contre Gaza, chaque raid en Cisjordanie, chaque tension avec l'Iran paraît moins dictée par la sécurité que par un agenda politique intérieur. Son pouvoir vacille, ses alliances s'effritent, mais la guerre, elle, continue. Officiellement, l'État hébreu affirme se défendre contre une menace terroriste. En réalité, de plus en plus de voix dénoncent une stratégie militaire qui dépasse de loin les cadres autorisés par le droit international. En mai 2025, l'ONG Human Rights Watch estimait que plus de 56 000 Palestiniens avaient perdu la vie à Gaza depuis le début du conflit. Une guerre, disent-ils, contre un peuple, plus que contre un groupe. Cette spirale militaire s'accompagne d'un isolement diplomatique croissant. Israël, longtemps protégé par l'ombre des États-Unis, voit ses soutiens s'éroder en Europe. En Espagne, en Irlande, en Norvège, des responsables politiques parlent ouvertement d'embargo, de sanctions, voire de suspension des accords commerciaux. En France, des ministres osent désormais évoquer une violation du droit humanitaire. J'observe, Benjamin Duhamel, que des grandes voix juives de France commencent respectées, commencent à se prononcer, à dire c'est plus possible, on ne peut plus être solidaire de ça. Delphine Orvilleur qui parle de la faillite morale. Ouais. Oui, je pense que c'est ça. Et je pense que aussi en Israël, la population commence à réagir, celle qui est directement concernée par les otages, que pour l'instant les otages sont une affaire secondaire par rapport à l'offensive qui est menée aujourd'hui par Israël, et puis le fait de constater qu'on ne donne plus à boire, on ne donne plus à manger depuis le 2 mars, et en plus, pas de presse, parce que Gaza est interdit à la presse. Donc c'est... Netanyahou, pourtant, ne cède pas. Il s'accroche au pouvoir comme à un bouclier. Mais à quel prix ? L'image d'Israël se fissure. Sur les campus américains, dans les rues de Paris, dans les parlements européens, un mot autrefois tabou revient de plus en plus, apartheid. Un mot que des institutions comme Amnesty International ou l'ONU n'hésitent plus à employer. Cette impasse, c'est celle d'un État qui a perdu sa boussole morale. La guerre ne protège plus Israël, elle l'isole. Elle le rend vulnérable non pas militairement, mais politiquement. Et surtout, elle laisse derrière elle un territoire palestinien ravagé, sans avenir, sans voix, sans projet. En Palestine, ce n'est plus seulement la guerre. C'est l'absence de destin. Gaza n'est plus un simple territoire occupé, c'est un espace vidé de tout avenir. Les immeubles s'effondrent. Les écoles ferment. L'eau manque. Et l'électricité ne dure que quelques heures par jour. Mais ce qui manque le plus, c'est une perspective. Car au-delà de l'urgence humanitaire, une autre réalité s'impose, les Palestiniens n'ont plus de projet national. La division entre Gaza, sous contrôle du Hamas, et la Cisjordanie, dirigée par l'autorité palestinienne, rend toute unité impossible. La communauté internationale parle toujours d'une solution à 2 États, mais aucun plan concret n'est sur la table. Aucune négociation sérieuse n'est en cours. Aucune feuille de route ne se dessine. Cette situation n'est pas un hasard. Elle est le fruit d'une stratégie assumée, fragmenter, affaiblir, empêcher toute structuration politique. Tant que les Palestiniens resteront divisés, sans État, sans gouvernement légitime reconnu par tous,
Israël peut continuer à dire qu'il n'a pas d'interlocuteur valable. Et pourtant, ce peuple existe. Il résiste. Il témoigne. Il meurt. Mais il ne disparaît pas. À Gaza, chaque enfant est une preuve vivante que le projet d'éradication ne peut réussir. Ce peuple privé de droits, d'identité nationale claire, de souveraineté, reste debout malgré tout. La guerre n'a pas seulement détruit des bâtiments. Elle a détruit un récit, une mémoire collective, une idée d'avenir. Mais c'est peut-être aussi dans ces ruines que renaîtra une conscience. Car un peuple sans projet n'est pas un peuple sans droit. Le droit humanitaire repose sur des principes simples: protéger les civils, limiter les souffrances, interdire les attaques disproportionnées. C'est ce que disent les conventions de Genève, que l'ensemble des États membres de l'ONU ont ratifiées, y compris Israël. Mais à Gaza, ces principes semblent avoir été oubliés. Bombardements d'écoles, frappes sur des hôpitaux, refus d'autoriser l'entrée de l'aide humanitaire. Ce ne sont pas des bavures. Ce sont des violations caractérisées du droit de la guerre. Le 17 mai 2025, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies a publié un rapport accablant. Il y est mentionné que l'armée israélienne aurait utilisé des bombes thermobariques dans des zones densément peuplées. Une arme particulièrement destructrice, interdite dans de nombreuses situations de conflit. Le droit humanitaire prévoit aussi un principe de proportionnalité: on ne peut pas raser un immeuble entier pour neutraliser un seul combattant. Or, des vidéos analysées par des experts militaires montrent des frappes qui ne respectent aucun de ces critères. Des avocats, des juges, des juristes internationaux commencent à parler ouvertement de crimes de guerre. La Cour pénale internationale a ouvert une enquête. Certains pays, comme l'Afrique du Sud, ont même porté plainte pour génocide. Mais ces mécanismes juridiques sont longs, fragiles, souvent inefficaces. Et pendant ce temps, la guerre continue. Pendant longtemps, la France a évité de prendre position. Trop prudente. Trop liée à des alliances stratégiques. Mais ces derniers mois, quelque chose a changé. Le président Emmanuel Macron a d'abord parlé de « devoir d'équilibre ». Mais devant l'ampleur des destructions à Gaza, il a été contraint de durcir le ton. Il a évoqué, à plusieurs reprises, des violations du droit humanitaire. Il a proposé, à l'ONU, une résolution commune avec l'Algérie pour un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Son ministre des Affaires étrangères a été encore plus direct. Il a déclaré que la France ne pouvait plus rester silencieuse devant ce qu'il a qualifié de « punition collective ». Le mot est fort. Il est lourd de sens. Dans les rues, les choses bougent aussi. Les manifestations en soutien à la Palestine rassemblent de plus en plus de monde. Des élus, des artistes, des intellectuels sortent du silence. Des enquêtes sont ouvertes contre des entreprises françaises accusées de collaborer à l'effort de guerre israélien. Des procès s'annoncent. La France redécouvre son rôle, celui d'un pays qui, malgré ses contradictions, veut encore défendre une certaine idée de la justice. Ce réveil est fragile. Il dérange. Mais il est réel. Ce qu'on ne voit pas peut parfois tout changer. Likez, abonnez-vous, activez la cloche et surtout, ne tournez pas le regard.